aux origines de l'image de marque, ce qu'on appelle aujourd'hui branding dans l'anglicisme du mot. Donc, l'image de marque est apparue dès l'Antiquité. À l'époque, les marquages et les poinçons étaient utilisés par les marchands pour distinguer leurs produits et assurer la qualité de ceux-ci, tout en garantissant l'authenticité de ceux-ci. Donc, les contrefaçons ne datent pas d'hier. Il fallait donc trouver un système qui garantisse aux orfèvreries, aux horlogeries et aux propriétaires de bétail la sécurité de leurs produits afin qu'ils ne soient pas volés, imités ou contrefaits. Donc c'est vraiment un point très important. L'image de marque, non seulement ça définit l'identité d'une marque, mais aussi et surtout l'authenticité et la qualité du produit, du service qui est proposé par cette marque. C'est pour ça que les personnes vont plutôt choisir une marque à une autre en fonction de la qualité qui est garantie par l'image de marque. Donc, l'image de marque transmet déjà beaucoup d'informations en vraiment très peu d'éléments, un ensemble d'éléments qui est donc perçu par le client. Donc, c'est le nom, le logo, le slogan, tout ce qui est graphique visuel, les formes, les couleurs, les sons qui correspondent à la marque. Le privilège des droits d'exploitation exclusifs a pris fin le 4 août 1789 et à partir de cette date-là, on est vraiment arrivé à la liberté du commerce et de l'industrie parce qu'à l'époque, le privilège des marques exclusives était uniquement dédié à des personnes très riches ou des grands propriétaires industriels. Donc à partir de 1789, on assiste à la multiplication des commerces, des marques. Et aujourd'hui, chacun peut créer une marque assez facilement. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire véritablement créer une marque? Tous ces éléments que je vous ai cités vont créer l'image mentale qui est propre à chacun. En fait, l'image mentale que quelqu'un va se créer d'une entreprise n'est pas la même qu'une autre. Par exemple, toi, tu vas te créer une image mentale par rapport à McDonald's. Tu vas te dire que c'est vraiment le meilleur fast-food au monde et qu'il est excellent et que tu veux toujours y retourner. Une autre personne qui est plutôt végane ou plutôt très à cheval sur l'alimentation va potentiellement se dire que c'est vraiment le pire des restaurants au monde et que elle ne veut pas y mettre les pieds. Donc son image mentale sera tout à fait différente de la tienne. Donc l'image mentale qu'on se forme d'une entreprise est propre à chacun. Donc c'est une image mentale subjective qui fait que lorsque le client va voir votre marque ou vos produits, cela lui procurera une émotion qu'il a intégrée et qui est liée à votre marque. Soit c'est très mal fait et cette personne aura de l'aversion pour votre marque, soit c'est très satisfaisant, que ce soit dans le design, dans la façon de s'exprimer, et surtout dans le message qui est transmis par la marque. Et plus cette personne aura potentiellement envie d'en apprendre davantage sur vous. Donc voilà, il faut faire très attention aux éléments graphiques, aux messages qu'on transmet à travers sa marque, qu'elle soit vraiment en accord avec les personnes qu'on souhaite toucher, pour avoir le meilleur impact sur ces personnes. Votre image de marque joue beaucoup sur la façon dont vont vous percevoir vos clients. Dans notre société, on aime tous les belles choses. C'est pourquoi on va veiller à la qualité du fond comme de la forme. La forme, c'est l'usage des codes couleurs pour faire référence à une certaine catégorie de produits, par exemple, ou à un thème qui permet à votre audience de s'y retrouver dans la panoplie d'offres que vous proposez. C'est aussi pour ça qu'il faut être très attentif lorsque vous vous lancez dans la création de votre logo ou dans la refonte de votre site internet, d'être certain de la typographie, de la police, des couleurs de votre marque soit en accord avec les valeurs que vous transmettez et votre histoire. Car à force de raconter votre histoire, vos clients vont assimiler vos codes couleurs à votre histoire et s'identifier à certains aspects de votre histoire qui résonnent avec le leur. Au fur et à mesure, cela va créer un lien unique et ça va susciter l'envie de découvrir vos produits. Donc il faut laisser aussi jouer la force du temps et le lien de confiance qui se
construit graduellement et continuellement par la force du temps. Donc j'avais envie qu'on décortique un peu en détail ce qu'est le poinçon de recense français, hein, qui a été très très important dans la période de 1722 à 1984. Donc l'objectif principal du poinçon de recense, c'était de contrecarrer la fraude. Donc pour éviter les contrefaçons, la République française a mis en place un système de poinçonnage très complexe qui garantit la valeur des ouvrages d'artisans ou d'artistes qui travaillent les métaux précieux pour les revendre. La première recense gratuite, parce que c'était gratuit, hein, elle a été organisée en 1722. Parce que c'était gratuit et ça garantissait en fait la qualité des produits français, hein, du savoir-faire français. Donc c'était organisé par l'État sous l'Ancien Régime. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cette journée de recense là qui a fait que le mot recenser a pris son sens de faire l'inventaire des ouvrages d'or ou d'argent avant la vente pour garantir une valeur minimum aux petits et gros ouvrages. Donc à partir de cette date-là, le mot recensé a réellement pris la signification qu'on connaît aujourd'hui de faire l'inventaire de pas seulement des ouvrages d'or ou d'argent, mais de toute chose. À partir du moment où on fait l'inventaire de quelque chose, on recense un peu les biens, les mots, les aspects et les caractéristiques des choses pour vérifier que toutes ces choses sont en conformité avec les lois ou les codes actuels. Donc là, l'idée, c'était vraiment de garantir une valeur minimum à ces métaux précieux. Il n'y a pas de contrefaçon. Et donc là, vous avez un exemple concret d'un ouvrage nommé Tête de liberté. Donc qui garantissait la qualité des gros ouvrages, hein, avec une valeur minimum de l'argent de 800 à 1000. Et le poinçon ici représenté, c'est une tête de fille de profil qui regarde vers la gauche et qui est coiffée d'un bonnet phrygien. Il y en avait d'autres aussi qui étaient représentés par exemple avec des têtes d'aigle ou des oreilles, simplement des oreilles d'êtres humains, vers 1800-1819, ou encore des mains. Une autre chose qui est à l'origine, un autre fait de l'histoire qui est à l'origine de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui et de l'identité de marque telle qu'on la perçoit aujourd'hui, c'est le marquage qui était fait sur les bétails. Du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, les cow-boys marquaient le bétail au fer rouge, donc sur leurs hanches ou sur leurs flancs ou sur la croupe, ou même le cou. Et cela a joué un rôle essentiel dans la conception des marques telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est une combinaison de plusieurs symboles, dits pyroglyphes. Donc ce mot a été inventé, c'est la contraction de pyromane et de hiéroglyphes, puisqu'il s'agissait d'incorporer sur la peau des animaux plusieurs symboles simplifiés. L'objectif des éleveurs de bétail était de faire savoir aux visiteurs et aux autres propriétaires, ainsi qu'aux instances juridiques, à qui appartiennent les animaux. Donc c'était des chevaux, des moutons, des bœufs, qui étaient comme ça marqués au fer rouge, avec vraiment cette pratique un peu barbare. Mais voilà, c'était la seule méthode qu'ils avaient à l'époque et qu'ils utilisaient vraiment tous. Tous les cow-boys utilisaient cette méthode-là dans les ranchs très réputés. Et là, vous voyez à l'image donc les différents ranchs. Et cette pratique a notamment été dénoncée par Samuel Maverick, qui refusait de faire tatouer ses animaux de cette manière, ce qui a donné le sens au mot maverick, quelqu'un de buté à vouloir conserver son indépendance. Avec l'augmentation de la taille des élevages, on assiste à la création d'un véritable catalogue de marques constitué de leur propre cahier des charges ainsi que de leur charte graphique, d'un nom et d'un logo que vous pouvez voir à l'image de gauche. Donc, ce sont les marques de bétail tirées du livre Hot Irons, Heraldry of the Range, Oren Harold, 1940, donc paru dans le Life Magazine du 10 juin 1940. Et vraiment, on assiste à un catalogue de marques. Littéralement, ce sont les ranchs qui définissent en fait leur symbole,
qui vont apposer sur les animaux et qui va représenter également leur identité. Quand les autres ranchs, les autres cow-boys vont voir leurs animaux, ils savent très bien à qui ils appartiennent. Dans ce système-là, Maverick, lui, était vraiment il était vu comme presque un paria, puisqu'il ne voulait pas assister ou il ne voulait pas contribuer à ce système qu'il trouvait vraiment barbare pour les animaux, cruel, d'une cruauté qui voulait dénoncer. Et donc le fait qu'il dénonçait cette cruauté faisait de lui quelqu'un qui était à part de la société, donc qui ne voulait pas appartenir ni à un groupe, ni à une identité, ce qui aujourd'hui crée le concept de no logo. Il y a des marques qui ne veulent pas du tout s'identifier à un logo, des individus qui se construisent en dehors de cette société de la tyrannie des marques. Donc si vous souhaitez aller lire ce livre, il est très intéressant sur nos logos. Donc voilà, pour ce qui est du marquage à chaud du bétail des cow-boys du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Pour compléter mon propos sur l'origine du mot branding, il est toujours intéressant de rappeler les faits historiques qui ont conduit à la conception de ce mot tel qu'il est admis aujourd'hui, afin de comprendre comment s'est construite cette formulation, et notamment ce qui a amené au comportement actuel des consommateurs envers les marques. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, annonceur ou en tant que personnalité, il semble important d'intégrer la notion d'empathie qui suggère d'avoir la capacité de se mettre à la place d'autrui. Comprendre l'étymologie du mot branding permet de l'anticiper plus aisément afin de produire une marque de meilleure qualité, qui fait attention au bien-être des personnes auxquelles elle s'adresse. En anglais, c'est l'activité de concevoir des marques, comme on l'a vu dans l'analyse précédente concernant les marquages des animaux, qui a conduit à l'émergence de marques pour différencier les ranchs de leurs concurrents. En anglais, il existe deux mots qui sont brand et marque. Le premier est utilisé dans le langage technique, le second dans le langage courant. Donc brand dans le langage technique et marque pour le langage courant. En français, ce même mot, marque, il sert à désigner une trace, une empreinte laissée par quelque chose ou quelqu'un. Et dans le langage professionnel, la marque, c'est un signe ou un nom qui sert à identifier un produit ou un service. Dans la construction française, c'est le croisement entre le mot marché, issu du francique marcon, et le mot proto-germanique marca, qui signifie bordure, frontière. Donc on revient à l'idée de la marchandise quand même, avec le mot marcon, et le fait de marchander des produits, de faire du commerce. Et la bordure, pour délimiter un espace de vente, aujourd'hui, c'est délimiter son espace par rapport à la concurrence. Et c'est se positionner en se différenciant de la concurrence pour être remarqué par des prospects, des clients, des personnes qui sont intéressées par nos produits. L'anglais brand, lui, il vient du proto-germanique brandaz. Et ça signifie brûler. Ce qui devient en bas francique lame, dans le sens épée, brandir. On peut interpréter dans la pensée collective comme le besoin d'affirmation des personnes vis-à-vis des marques. De brandir en fait leur identité. Et de dire, non, moi je ne veux pas être submergée par autant de marques, autant de messages différents, je veux choisir la marque avec laquelle je veux travailler et qu'est-ce que je veux acheter. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête aujourd'hui en 2021. Les personnes, comme vous et moi, on a besoin de savoir ce qu'on achète et de savoir à qui on l'achète et de savoir pourquoi on l'achète. Avec tous les scandales qu'il y a sur les processus de production, sur les délocalisations, sur les salaires qui sont payés très bas dans certains pays, très haut dans d'autres, avec le manque d'emploi qui est la conséquence de ces délocalisations, puisque certaines entreprises vont aller ailleurs pour avoir de la main-d'œuvre à bas coût, mais ils laissent donc les populations qui sont sur place sans emploi. Donc il y a vraiment un problème de fond. On veut savoir ce qu'on achète et à qui on l'achète et pourquoi on l'achète.
En tout cas, de plus en plus de personnes se posent la question. Et demandez-vous vous-même, dans votre façon de consommer, comment vous voyez les choses. Comment est-ce que vous consommez? Est-ce que vous avez changé des choses dans votre manière de consommer? Est-ce que vous triez un peu plus, vous filtrez un peu plus les marques que vous consommez? Et pour quelles raisons? Demandez-le vous, car généralement, ce que vous faites actuellement constitue les mêmes problèmes que la plupart des gens. Ça veut dire tout simplement que plusieurs personnes doivent très certainement faire comme vous. Il y a ce besoin d'affirmation et de ne plus être, par les consommateurs, de ne plus être perçu comme du bétail dont les marques seraient les propriétaires. Parce que quand tu achètes une marque finalement, et qu'elle a un message un peu étrange, c'est comme si finalement elle te marquait au fer rouge puisque tu portes sa marque. Donc il faut vraiment se demander quand tu portes une marque, pourquoi tu la portes? Parce que tu te balades avec quand même cet insigne et ce marquage sur toi. Il y a aussi l'envie de prendre son indépendance par rapport à cette tyrannie des marques. Et aujourd'hui, on le voit bien aussi dans le besoin qui est de plus en plus présent de créer ses propres conditions de travail, avec l'essor de l'entrepreneuriat, avec le besoin de faire de sa passion un métier. C'est en effet l'idée du travail passion, où le travail n'est plus perçu comme un instrument de torture, mais plutôt comme un moyen d'épanouissement, de connaissance de soi, de prise en compte de l'intérêt général et d'affirmation de sa personnalité au travers d'une histoire qui appartient à chacun.